Bonjour à tous. Donc je suis Pierre Arran, président de 55. 55, c'est un cabinet de conseil où l'on se passionne pour la transformation data et IA depuis 2010, avec près de 500 consultants experts dans le monde, de New York à Shanghai. Et puis surtout, je suis ravi d'être là aujourd'hui et pour passer les 15 prochaines minutes pour essayer de répondre à la question: l'IA générative est-elle une bulle? Parce que c'est vrai que depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, le buzz est proprement assourdissant. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? L'IA générative va créer des trillions de dollars en valeur à travers les différents secteurs d'activité. Elle va bouleverser des industries et détruire des centaines de millions d'emplois. Ou encore, l'IA générative va créer des nouvelles sciences mathématiques et physiques qui déclencheront une nouvelle ère de développement technologique. Rien que ça. Alors évidemment, c'est très stimulant, mais en même temps, on reconnaît une musique familière. L'année dernière, c'était le métaverse, et l'année d'avant, c'était le Web 3. Si. et donc, le meilleur exemple de ça, c'est certainement ChatGPT, dont tout le monde sait que c'était le service le plus rapide de l'histoire à atteindre le cap de 100 millions d'utilisateurs mensuels. Par contre, ce que personne ne dit, c'est que son usage réel mesuré en visites mensuelles au total a culminé en mai 2023 pour stagner depuis. Donc, est-ce que ça signifie que l'IA générative, on n'entendra plus parler l'année prochaine, comme aujourd'hui on a oublié le métaverse? Probablement pas. D'abord parce que ça n'est pas qu'un concept, ce sont des technologies bien réelles et qui progressent très vite. Comme l'illustre ici 3 images générées par DALL-E en réponse au même prompt à 1 an d'intervalle. Tous les grands acteurs technologiques et les startups redoublent d'investissement pour améliorer les modèles. Donc derrière là, il y a quelque chose de très concret. Il faut juste démystifier l'IA générative et réussir à poser un regard réaliste sur son potentiel. Et pour ça, il est bon peut-être de savoir à peu près comment ça marche. Donc prenons GPT, le plus célèbre de tous les LLM. Son histoire commence en 2017, quand Google crée un algorithme transformer dont le but était de faire de la traduction automatique. Donc OpenAI prend cet algorithme et l'entraîne avec des jeux de données toujours plus grands, jusqu'à ce que 2 années plus tard, ils se mettent à faire toutes sortes de tâches, toutes les tâches incroyables qu'on lui connaît, au-delà de la traduction automatique. Bon, que fait cet algorithme? En un mot, c'est de l'autocomplétion. Vous savez, comme sur Gmail, vous commencez une phrase et il vous suggère la suite. Eh bien, c'est ce que ça fait, un mot à la fois. Donc là, vous avez un exemple réel avec GPT 3.5. On lui dit « The best thing about AI is its ability to ». Et là, d'après son entraînement, le mot suivant le plus probable, c'est « learn ». Et ensuite, il prend cette phrase plus longue et donc ajoute encore un mot en itérant jusqu'à ce que donc, la phrase soit terminée. Donc c'est tout ce que ça fait. Tous les modèles ELM sont conçus sur le même modèle. C'est un algorithme d'autocomplétion dopé à la big data. Donc quand on sait ça, on ne sera pas surpris d'apprendre que ça vient avec quelques limitations. Donc la première, déjà, c'est que l'IA générative n'est pas bonne en tout. Vous avez compris que les LLM, quel que soit le prompt, va répondre avec la réponse la plus probable, sans aucune capacité de raisonnement logique. Donc par exemple, les LLM sont mauvais en maths, et vous voyez là une opération assez simple que j'aurais pu faire dans les années 80 avec ma calculatrice collège, mais à laquelle GPT-4 échoue malheureusement. Deuxième chose, c'est que l'IA générative ne dépasse pas la performance des meilleurs experts humains. Donc vous voyez ici les résultats de GPT à différents examens universitaires américains. Vous verrez que GPT-4 donc, réussit l'examen du barreau avec des résultats supérieurs à 90% des candidats humains. Donc c'est absolument bluffant et une nette amélioration par rapport à GPT 3.5. Néanmoins, 10% des candidats humains font encore mieux que l'intelligence artificielle. Et c'est la même chose pour la production d'images. DALL-E Midjourney fait des super images, pas meilleur que les graphistes et les photographes professionnels. GitHub Copilot produit du code, mais pas mieux que les meilleurs développeurs. C'est pour ça qu'on dit que l'IA générative accomplit des choses ordinaires de façon extraordinaire. Et puis, troisième limitation, c'est tout simplement le risque d'hallucination, qui est un mot poli pour dire que parfois ça bug. Vous voyez ici un benchmark des principaux modèles. Vous voyez que même les plus récents et les plus performants ont un minimum de 3% de marge d'erreur, ce qui explique pourquoi la plupart des cas d'application de l'IA générative sont des copilotes ou des assistants avec un humain en supervision pour s'assurer que les résultats sont corrects. Mais même avec toutes ces limitations inhérentes, il n'y a aucun doute que l'IA générative a un potentiel immense de transformation des entreprises et de gain de productivité. Vous allez me dire, où sont toutes les études de cas? Alors on en voit quelques-unes, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Surtout dans notre industrie, on adore raconter les succès. C'est vrai qu'elles ne sont pas nombreuses. Bon, alors il y en a quand même. En voici une notamment. Ça, c'est un projet qu'on a fait avec Concentrix Web Help l'année dernière.
Concentrix, c'est un acteur leader mondial de l'externalisation des forces de vente et de services clients, avec plus de 300 000 employés dans le monde. Et donc, on a travaillé avec leurs équipes Sales B2B pour identifier les moments du processus de vente où l'IA générative pouvait se rendre utile. Notamment, on a détecté que la préparation d'un call B2B, c'était près d'une heure pour se renseigner sur l'interlocuteur, ce que fait son entreprise, ses enjeux, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est une instance personnalisée de GPT-4 connectée à leur CRM, mais aussi au profil LinkedIn public, au site web corporate, au site de news. Et donc, quand le vendeur prépare un call, il rentre le nom du prospect et automatiquement, l'outil lui fournit une synthèse des informations à connaître sur l'interlocuteur, propose des icebreakers personnalisés pour bien engager la conversation et ensuite corrige les emails de suivi. Donc voilà, des exemples, il y en a. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus? Ça ne signifie pas que l'IA n'a pas le potentiel qu'on croit. Ça signifie surtout que ça prend un peu plus de temps qu'on peut le penser. Comme le dit Bill Gates, on sous-estime toujours le changement à 10 ans, mais on le surestime à 1 an. Et plus précisément, on pense qu'il y a 3 défis à relever pour réussir le déploiement de l'intelligence artificielle à l'échelle. Le premier défi, c'est d'identifier des cas d'usage pertinents. C'est vrai que c'est des technologies tellement nouvelles, avec un nouveau paradigme, qu'il est parfois difficile pour les équipes métiers d'imaginer en quoi elles pourraient se rendre utiles concrètement. Donc on s'est dit, ce qu'il faudrait, c'est une interface graphique où les gens puissent jouer avec les différents modèles, développer, acquérir une expérience concrète de ce qu'ils peuvent faire, faire des prototypes et tout ça sans compétences de développeurs. Et ben donc voilà SciMap, c'est donc une plateforme no-code développée par 55. Et donc pour prendre un exemple concret, attendez. Voilà, pour prendre un exemple concret, on discutait avec Chronodrive, donc supermarché en ligne, et ils avaient cette idée de faire un Shazam de la food. Donc je prends en photo mon frigo et ça me dit quels ingrédients je dois commander pour faire une recette. Donc, est-ce que l'IA générative peut faire ça? On va voir. Donc ici, vous allez voir donc notre interface avec sur la gauche donc tous les modèles commercialement disponibles. Donc en l'occurrence, je vais prendre un modèle de image to texte. Je vais lui donner une image de frigo telle que j'aurais pu la prendre avec mon smartphone. Je vais lui demander de décrire les ingrédients qu'il voit dans le frigo. Ensuite, je vais lier la sortie à un modèle de text-to-text en lui demandant, avec ces ingrédients, de proposer une recette diététique. Voilà, en l'occurrence, c'était GPT-4. Et ensuite, la sortie, je l'envoie vers un modèle de text-to-image en lui demandant de produire une image réaliste du plat qui aura été terminé. Donc voilà, en quelques minutes, on arrive à un prototype fonctionnel qui permet de répondre à la question. Et évidemment, ensuite, on peut jouer, changer les modèles, voir ce qui marche le plus et exporter les specs pour le mettre en production auprès des équipes IT. Et c'est ce qui a permis en quelques semaines donc, de développer une application GenAI pour Chronodrive avec ce cas d'usage et un autre que vous allez voir ici. Il est un tout petit peu différent. Donc, mettons que vous soyez au restaurant ou lisez un magazine, vous voyez un plat qui vous fait saliver, vous le prenez en photo, comme vous allez le voir. L'app reconnaît le plat, va trouver une recette pour pouvoir le faire, lister les ingrédients et vous proposer de les ajouter au panier pour les commander en un clic. Donc voilà quelques exemples d'idées qu'on arrive à générer facilement grâce à SciMap. Mais il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées, il faut encore que la technologie fonctionne. Donc ça, c'est le deuxième défi. C'est donc réussir la mise en œuvre technique. Parce que c'est vrai que souvent, j'entends des gens qui me disent « Ouais, on a essayé l'IA générative, mais ça ne marche pas bien, il y a trop d'hallucinations. » Après, c'est vrai que en général, c'est des gens qui sont contentés d'exporter toutes leurs données dans le ChatGPT pour ensuite poser des questions. Il y a des meilleures méthodes qui permettent d'avoir un niveau de performance plus élevé, comme par exemple avoir un prompt vraiment précis et articulé, donc du prompt engineering. Également, vraiment bien préparer ces données avec des pipelines RAG. Et donc voilà, donc il y a plusieurs méthodes. Donc c'est un nouveau savoir-faire à acquérir. Chez 55, on va s'appuyer sur plus de 10 ans de développement de projets IA, mais aussi 18 mois d'innovation donc sur l'IA générative. Début de l'année dernière, on a identifié 6 opportunités pour les organisations sales et marketing liées à l'IA générative et pour lesquelles on a développé donc des MVP fonctionnels qu'on ne cesse d'améliorer. Ce sont des applications qui ont remporté des prix auprès de AWS
et Google Cloud, qui ont été déployés chez nos clients, dont certains ont bien voulu faire des études de cas publics. On a vu Concentrix, WebHelp, et je voulais parler aussi aujourd'hui de Breitling. Breitling, pour qui on a développé un assistant data analytics. Donc là, c'est quoi le concept? Vous le savez bien, il est absolument crucial de bien monitorer les performances de ces campagnes de publicité, en particulier si on investit beaucoup dans le digital. Il faut être très réactif. Donc pour ça, les organisations construisent des dashboards qui sont très utiles, mais qui fournissent de la visibilité que sur quelques indicateurs. Quand un CMO veut comprendre pourquoi ça baisse ou pourquoi ça ne monte pas, quand il veut en sortir des conclusions actionnables, il doit se tourner vers un data analyst qui va comprendre les questions, faire des requêtes SQL pour sortir des chiffres et essayer de trouver des réponses. Le problème, c'est que c'est des ressources qui sont rares et pas toujours disponibles. C'est exactement ce que fait notre solution d'IA générative. Branché à un dataset donc de marketing, de performance marketing, on lui pose une question en langage naturel, il a traduit en SQL, il fait tourner la requête, en sort les chiffres et répond à la question avec des chiffres sous forme de tableau ou de graphe en fonction de ce qu'il trouvera le plus adapté. Donc ça fait gagner un temps fou, ça change la manière d'interagir avec la donnée et surtout ça permet de prendre des décisions, des meilleures décisions pour améliorer la performance des campagnes. Troisième défi, c'est tout simplement la gestion du changement. C'est le cas de toutes les nouvelles technologies, il ne suffit pas d'en disposer, il faut avoir une organisation prête à accueillir ce changement à l'échelle. Et pour faire court, préparer son organisation à adopter l'IA générative, pour nous, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la data et les équipes. Tout d'abord, la data. Il n'y aura pas de transformation IA générative à l'échelle sans un socle de data fiable et structuré. Donc, dans l'exemple qu'on vient de voir, évidemment, sur l'assistant Data Analytics, si on n'a pas un dataset propre de données marketing digital, évidemment, l'adage garbage in, garbage out s'appliquera tout de suite. Ça peut signifier aussi avoir une mesure précise de la performance des outils d'IA générative et leur impact sur le business, ou encore donc, la mise en place de pipeline RAG, mais ça on en discutera une autre fois, même si c'est très très important. Enfin, comme toujours, la dimension humaine est très prépondérante. On l'a vu, de nombreux cas d'usage de l'IA générative sont des copilotes ou des assistants avec un humain en supervision. Donc il va bien falloir que des gens se forment, adoptent ces nouveaux outils et changent leurs habitudes. Il va bien falloir faire évoluer les processus pour intégrer l'IA générative, ce qui est rarement immédiat, mais ce pourquoi, chez 55, on peut s'appuyer sur de nombreuses années donc, de projets de transformation des entreprises. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, notre retour d'expérience très concrète sur l'IA générative et les trois conditions qui permettront aux entreprises de réaliser les promesses de l'IA générative à grande échelle. J'espère que c'était clair. Dans tous les cas, n'hésitez pas à passer à nous voir sur notre stand. Très bon après-midi.